Quand on pense à Confucius, on imagine souvent de vieilles citations un peu poussiéreuses, n'est-ce pas? Eh bien, oubliez tout ça. Le personnage qu'on croit connaître, en fait, n'est qu'une des multiples facettes d'un phénomène culturel qui n'a cessé d'être réinventé depuis 500 ans. Son histoire, ce n'est pas juste celle d'un homme, c'est celle d'une idée qui a traversé les âges et les civilisations en changeant de visage à chaque nouvelle étape. Et tout commence dès la toute première phrase de ses enseignements. Cette question, elle nous plonge directement au cœur de sa philosophie. Ce n'est pas une sagesse abstraite, une sagesse de salon, non. C'est quelque chose de profondément pratique, fait pour être vécu, ressenti, au quotidien. Alors, la question qui tue. Qui était vraiment Confucius? Parce que derrière toutes ces citations, tous ces mythes, il y a bien eu un homme. Et ce qui est fascinant, c'est de comprendre comment son image a pu être à ce point transformée, et même parfois complètement retournée au fil des siècles. Pour y voir plus clair, on va suivre son incroyable voyage intellectuel. On va d'abord rencontrer l'homme en Chine ancienne, puis on verra comment il est devenu une sorte de héros en Europe, avant de se faire violemment rejeter chez lui pour finalement être réinventé aux États-Unis et enfin trouver sa place dans le monde d'aujourd'hui. Allez, on plonge. Première étape, qui était cet homme, le Confucius historique, derrière la légende? Pour bien le comprendre, il faut s'imaginer l'époque. On est au VIe siècle avant notre ère en Chine et c'est le chaos. L'autorité s'effondre, les royaumes se font la guerre. C'est dans ce contexte que naît Confuzi. Toute sa vie a été une quête, une obsession. Comment restaurer l'harmonie dans ce désordre? Et sa réponse, ce n'était pas la force, mais la vertu et l'éducation. Et là, un point crucial. Tout comme Socrate, il n'a jamais rien écrit. Pas une ligne. Tout ce qu'on sait de lui, ça nous vient de ses disciples qui ont pris des notes. Après sa mort, ils ont rassemblé tout ça dans un livre, Les Entretiens. C'est un peu un patchwork de conversations, d'anecdotes, mais ce recueil va devenir l'un des textes les plus influents de toute l'histoire de l'humanité. Au cœur de sa pensée, il y a deux concepts fondamentaux. D'abord, le ren, c'est l'humanité au sens noble, la bienveillance. En gros, c'est l'art d'être un humain pleinement accompli. Et puis, il y a le junzi, l'homme de bien. Mais attention, ce n'est pas une question de naissance ou de richesse. Pour Confucius, n'importe qui peut devenir un junzi, à condition de travailler sur soi, de chercher à s'améliorer sans cesse. Plusieurs siècles plus tard, ces idées vont faire un voyage complètement inattendu. Et leur première grande destination, assez surprenant, ce n'est pas l'Asie, mais l'Europe. Alors, comment est-il arrivé là? En 3 temps. D'abord, des missionnaires jésuites en Chine découvrent ces textes et sont fascinés. Ils les traduisent en latin, la langue des intellectuels de l'époque. C'est d'ailleurs eux qui latinisent son nom, Confuzi, en Confucius. Ensuite, ces textes circulent et finissent par atterrir sur le bureau des plus grands penseurs européens. Et là, les philosophes des Lumières tombent amoureux de cette figure. Pour des gens comme Voltaire, Confucius est une aubaine. Il est la preuve vivante qu'on peut être un grand sage, un moraliste, sans parler de Dieu ou de révélation divine. Il devient une arme intellectuelle, l'exemple parfait d'une morale laïque et rationnelle pour critiquer le pouvoir de l'Église et de la monarchie de droit divin. Mais c'est là que l'histoire prend une tournure vraiment ironique. Au moment précis où il est érigé en modèle en Europe, dans son propre pays, Confucius est sur le point de devenir l'ennemi public numéro 1. La question est simple, comment c'est possible? Comment le même penseur peut-il être un héros d'un côté de la planète et un paria de l'autre? Au début du XXe siècle, la Chine est en pleine crise et cherche à se moderniser à tout prix. Pour beaucoup d'intellectuels et de révolutionnaires, le grand responsable du retard du pays, c'est le confucianisme. Ils y voient un système féodal, rigide, un frein au progrès. Ce rejet va s'intensifier jusqu'à atteindre son apogée pendant la révolution culturelle, où Confucius est systématiquement attaqué, dénoncé comme une relique du passé. Après des décennies de démolition, une seule année va suffire pour que tout bascule à nouveau. Cette année, c'est 1989. Le revirement est stupéfiant. Après les événements de Tiananmen, le pouvoir chinois a un besoin urgent de restaurer l'ordre et sa légitimité. Et qui ressort-on du placard? Confucius, le penseur de l'harmonie sociale, du respect de l'autorité. Il devient l'outil parfait pour cimenter à nouveau la nation. Une fois de plus, il est réinventé cette fois pour des raisons purement politiques. Et le voyage n'est pas fini. Le centre de l'interprétation de Confucius se déplace encore, cette fois vers l'Amérique, où il va connaître sa réinvention, sans doute la plus radicale. Cette révolution est l'œuvre d'un philosophe, Herbert Fingeret. En 1972, il va proposer une lecture complètement nouvelle. Il dit en gros « Vous n'avez rien compris. Confucius n'est pas qu'un simple moraliste rationnel. C'est un penseur du rituel, du sacré, mais d'un sacré qui se trouve dans la vie de tous les jours. » Pour Fingeret, le concept clé, c'est le li, qu'on traduit souvent par rituel. Son idée, c'est que pour Confucius, le sacré ne vient pas d'un dieu ou d'un autre monde. Il est ici, entre nous. Il est dans la beauté et la puissance de nos interactions, quand elles sont guidées par des rites qui leur donnent du sens. Prenons un exemple tout simple pour comprendre. Une poignée de main. Ce n'est pas juste un geste, c'est un acte qui accomplit ce qu'il signifie. Il crée un lien,
une reconnaissance. Le geste fait quelque chose. Eh bien, selon Fingeret, c'est ça le pouvoir du lit de Confucius. Utiliser des gestes, des paroles, des rituels partagés pour construire activement une communauté humaine harmonieuse. Tout ça nous amène à aujourd'hui. Et au XXIe siècle, Confucius existe sous plus de formes que jamais. Pensez-y un instant. Aujourd'hui, Confucius est au cœur de débats philosophiques mondiaux. Il est aussi un instrument du soft power culturel chinois via les instituts Confucius. Il est une source d'inspiration pour ceux qui cherchent un humanisme différent, non occidental. Il est à la fois un symbole de la tradition et un outil pour penser l'avenir. En fin de compte, cette citation de l'historienne Han Sheng résume tout à la perfection. Confucius, ce n'est pas juste un penseur, c'est un phénomène culturel dont l'histoire se confond avec celle de la Chine, et désormais avec celle du monde. Alors, on termine avec cette question. Après 2500 ans de réinvention, qui est Confucius? Un personnage historique qu'on essaye de déchiffrer? Ou bien est-il devenu un miroir? Un immense miroir dans lequel chaque époque, chaque culture est venue se regarder, projetant sur lui ses propres idéaux, ses angoisses et ses espoirs. La question reste ouverte.